Nord de l'Italie. Avril 1945. Une colonne de véhicules allemands avance sur les routes froides près du lac de Côme. La guerre touche à sa fin en Europe. Les villes se soulèvent, les armées reculent, et l'ancien monde s'effondre si vite que même ceux qui l'ont construit semblent ne plus comprendre ce qui arrive. Dans cette colonne se trouve Benito Mussolini. Pas le Mussolini du balcon. Pas l'homme qui criait devant les foules à Rome. Pas le dictateur qui promettait un nouvel empire. Maintenant, c'est un fugitif qui essaie de disparaître au milieu d'autres fugitifs. L'homme qui avait bâti sa légende en étant vu par tous dépend désormais d'un seul espoir: ne pas être reconnu. Ce n'est pas l'histoire de Mussolini de sa naissance à son pouvoir. C'est l'histoire de son dernier chapitre, la dernière route, la fuite manquée. Le moment où la propagande, la peur, les uniformes, les titres et les discours disparaissent, et où il ne reste qu'un homme qui tente d'échapper à l'histoire. Pour comprendre pourquoi ces dernières heures ont compté, il faut revenir en arrière, non pas au début de sa vie, mais à l'image qu'il avait fabriquée. C'est ce contraste qui donne toute sa force à l'histoire. Pendant des années, Mussolini a transformé la politique en spectacle. Les discours, les balcons, les uniformes, les photographies, tout devait prouver qu'il était plus grand que la vie ordinaire. Mais les dernières heures n'obéissent pas à la propagande. Elles ramènent tout à des choses simples et froides. Une route, un manteau, un véhicule, un contrôle, un visage qu'il ne faut surtout pas reconnaître. Dès le début, il faut sentir qu'il ne s'agit pas seulement d'un homme poursuivi. C'est une image qui s'effondre. Le visage, autrefois imprimé partout, devient un danger pour celui qui le porte. La voix qui remplissait les places publiques n'a plus rien à promettre. La fin de Mussolini est presque silencieuse, surtout quand on la compare au bruit qu'il avait construit autour de lui. Pendant des années, Mussolini s'est présenté comme un homme de force. Il ne voulait pas ressembler à un politicien ordinaire. Il voulait ressembler à un destin vivant. Poitrine en avant, mâchoire levée, voix dure, posture rigide, toujours en train de jouer la certitude. L'Italie devait le regarder et croire que le temps de la faiblesse était terminé. Son mouvement utilisait les uniformes, les marches, les drapeaux, les slogans et la peur. Les chemises noires n'étaient pas seulement un symbole politique, elles étaient un message dans la rue. Le pouvoir ne se trouvait plus seulement dans les institutions ou les journaux. Il se trouvait aussi dans la pression publique, l'intimidation et la sensation permanente que le régime observait tout. En 1922, Mussolini arrive à la tête du gouvernement. Dans les années qui suivent, la démocratie est détruite morceau par morceau. Les opposants sont réduits au silence, les institutions sont pliées, et l'État devient une scène construite autour d'une seule image, le Duce, le chef qui prétend pouvoir refaire l'Italie. Pour ses partisans, il représente l'ordre après le chaos. Pour ses ennemis, il incarne la répression. Mais pour les caméras, pour les foules, pour les journaux, l'image reste toujours la même. Mussolini doit paraître inébranlable. C'est pour cela que sa fin est si forte. Les dernières heures de Mussolini ne se jouent pas sur un balcon, sous les drapeaux, devant une foule qui l'acclame. Elles se jouent sur une route, dans une colonne en retraite, sous un déguisement qui ne suffit pas. Les dictateurs finissent souvent par croire à leur propre théâtre. Mussolini avait construit l'idée d'une Italie forte, disciplinée et prête pour la grandeur. Puis la guerre est arrivée, et la guerre ne respecte pas les pauses. En juin 1940, l'Italie entre dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés de l'Allemagne nazie. Mussolini espère s'asseoir à la table des vainqueurs. Il pense qu'une guerre courte pourra lui donner des territoires, du prestige et une place à côté d'Hitler dans une Europe remodelée.
Mais la guerre ne devient pas un triomphe rapide. Elle devient une lente révélation. Les soldats italiens combattent dans des campagnes difficiles. Le pays s'épuise. Les défaites et les pénuries déchirent peu à peu le langage officiel de la victoire. Chaque discours sur la force devient plus fragile lorsque les familles reçoivent de mauvaises nouvelles, lorsque les villes sont bombardées et lorsque les lignes de front reculent. Le régime peut encore imprimer des slogans. Il peut encore organiser des cérémonies. Il peut encore répéter que le chef connaît la route. Mais derrière la mise en scène, l'Italie est fatiguée. L'armée est trop sollicitée. L'alliance avec Hitler ressemble de moins en moins à une promesse de grandeur et de plus en plus à un piège. Le pouvoir de Mussolini dépendait de la croyance. Croire en sa force, croire en son instinct, croire qu'il comprenait l'avenir. La guerre détruit cette croyance. Et lorsque l'image commence à se fissurer, ceux qui l'entourent se posent une question dangereuse. Et si l'homme qui prétendait maîtriser l'histoire avait conduit le pays au désastre? Pour les Italiens ordinaires, l'écart entre le récit officiel et la vie réelle devient impossible à ignorer. La propagande peut parler de sacrifice et de gloire, mais elle ne peut pas effacer la peur autour d'une table familiale. Elle ne peut pas cacher l'épuisement des soldats, les pénuries, les villes bombardées, ni cette impression que l'avenir disparaît plus vite qu'on ne peut le reconstruire. C'est pour cela que l'effondrement du pouvoir de Mussolini n'est pas seulement militaire. Il est aussi psychologique. Le régime demandait de croire à la force, au destin et au renouveau national. La guerre apporte les deuils, les restrictions, l'incertitude et la défaite. À partir de ce moment, les vieux gestes semblent vides. Le menton levé, la voix dure, les poses théâtrales existent encore, mais leur magie s'est brisée. En juillet 1943, l'effondrement devient politique. Les forces alliées ont débarqué en Sicile. L'Italie est exposée. La guerre est entrée dans le pays, et l'entourage de Mussolini ne peut plus faire semblant. Dans la nuit du 24 au 25 juillet, le Grand Conseil fasciste se retourne contre lui. Ce détail est essentiel. Mussolini n'est pas d'abord renversé par une armée étrangère dans la rue. Il est d'abord abandonné par des hommes venus de son propre monde. Des hommes qui avaient servi le régime, profité du régime, répété le langage du régime, décident qu'il est devenu un danger pour eux. Après le vote, Mussolini se rend auprès du roi Victor Emmanuel III. Il croit peut-être encore pouvoir survivre à la crise. Mais il est démis de ses fonctions, puis arrêté. En une seule journée, l'homme qui avait passé des décennies à construire un État autour de lui-même est retiré du pouvoir. Pour les Italiens, le choc est immense. Pour Mussolini, c'est un aperçu de la fin. Il avait créé un système fondé sur la loyauté envers un seul chef. Mais lorsque ce chef devient un poids, la loyauté disparaît. Il semblait intouchable, il devient prisonnier. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car Hitler a encore besoin de lui. En septembre 1943, des forces allemandes libèrent Mussolini lors du raid du Gran Sasso. La propagande nazie présente l'opération comme un coup spectaculaire, une résurrection du Dutz. Mais derrière l'image, la réalité est bien plus sombre. Mussolini revient, mais il ne revient pas comme maître de l'Italie. Il devient le chef de la République sociale italienne, souvent associé à Salo, dans le nord occupé par les Allemands. Il y a le langage d'un État, les drapeaux d'un régime, les anciens symboles du fascisme. Mais le pouvoir dépend profondément de l'Allemagne. Ce n'est plus le Mussolini qui marche vers le destin. C'est un chef diminué, installé dans un territoire qui rétrécit pendant que la guerre se rapproche. Autour de lui, les hommes sont plus durs, plus désespérés, plus enfermés. Le pays est divisé. Occupation allemande, avancée alliée,
forces fascistes, partisans antifascistes. L'Italie est devenue un champ de bataille intérieur. La République de Salo devait prouver que Mussolini comptait encore. En réalité, elle montre tout ce qu'il a perdu. Il garde un titre. Il garde des gardes. Il donne encore des ordres. Mais la scène a changé. Il ne conduit plus une nation vers la conquête. Il s'accroche aux ruines d'un projet raté. Et les ruines ne tiennent jamais éternellement. Le régime du Nord approfondit aussi la blessure intérieure de l'Italie. Des familles, des villages et des régions entières se retrouvent pris entre l'occupation, la fidélité fasciste, les réseaux de résistance, la peur des représailles et le simple besoin de survivre. Les dernières années ne sont pas un duel propre entre deux drapeaux. C'est une lutte amère à l'intérieur d'un pays déjà brisé par une guerre plus grande. Pour Mussolini, le sol change sous ses pieds. Un dirigeant peut survivre à une défaite s'il sent encore un pays derrière lui. Mais en 1945, il ne lui reste que des fragments. Bureaux, gardes, documents, fidèles, appui allemand et une obéissance qui s'éteint. Des fragments peuvent retarder une fin. Ils ne reconstruisent pas une légende. En avril 1945, la guerre en Italie entre dans sa phase finale. Les forces allemandes reculent. Les armées alliées remontent vers le nord. Dans les villes, les mouvements de résistance et les groupes partisans se préparent à prendre le contrôle. Le régime qui remplissait autrefois les places de discours circule maintenant dans des couloirs de peur. Milan devient l'une des dernières scènes importantes. Mussolini s'y trouve lorsque le monde autour de lui se désagrège. Il essaie de négocier. Il cherche une sortie. Mais chaque route semble mener à la même conclusion. Le pouvoir qu'il prétendait posséder n'existe plus. Le 25 avril, il quitte Milan. Cette date n'est pas seulement un déplacement sur une carte, c'est le moment où Mussolini cesse d'agir comme un dirigeant et commence à se déplacer comme un fugitif. La direction est le nord. La Suisse paraît assez proche pour être imaginée, mais pas assez proche pour garantir le salut. Le lac de Côme, les routes de montagne, les véhicules allemands, les compagnons nerveux, les responsables qui transportent les restes d'un régime mort. Voilà le paysage de la dernière fuite. Il avait promis la grandeur à l'Italie. Maintenant, il tente de franchir les derniers kilomètres qui le séparent de la capture. Avant cette route, il y a une dernière tentative de négociation. Le 25 avril, à Milan, Mussolini rencontre le cardinal Ildefonso Schuster pendant que la ville se soulève et que le pouvoir change de main. L'espoir est de trouver une issue avant que la violence finale n'atteigne les rues. Mais cette rencontre ne lui rend pas le contrôle. Elle montre surtout qu'il en reste très peu. L'humiliation ne vient pas seulement de l'idée de capituler. Elle vient aussi du fait que les autres décident déjà sans lui. Les commandants allemands cherchent leur propre issue. Les chefs de la résistance ne le traitent plus comme le centre des événements. L'homme qui faisait autrefois attendre l'Italie découvre que l'histoire a commencé à avancer sans lui. Le départ de Milan n'est donc pas seulement une fuite physique. C'est le moment où le dernier masque politique tombe. Aucun discours ne peut restaurer le régime. Aucun balcon ne peut ramener la foule d'autrefois. Aucun titre de journal ne peut transformer la défaite en victoire. Il ne reste qu'une question. Atteindra-t-il la frontière avant que le pays qu'il a dirigé ne le rattrape? La dernière route de Mussolini possède un étrange silence. Ce n'est pas un grand champ de bataille. Ce n'est pas le siège d'un palais. Ce n'est pas un dernier discours devant des milliers de personnes. C'est du mouvement, de l'attente, de la confusion et de la peur. Un convoi avance vers le nord dans un pays qui n'obéit plus aux anciennes règles. Chaque contrôle peut devenir un piège.
Chaque visage peut être celui de quelqu'un qui sait. Chaque retard rend la fuite moins possible. Mussolini voyage avec Clara Petacci, la femme qui est restée près de lui alors que son monde s'effondrait. Autour d'eux, il y a des responsables fascistes, des soldats allemands, des véhicules, des documents, les derniers fragments d'un gouvernement qui a déjà perdu son avenir. Le plus dramatique n'est pas la vitesse, c'est l'impuissance. Mussolini ne commande plus la route. Il ne commande plus les partisans. Il ne commande plus la retraite allemande. Il ne commande même plus la façon dont on le regarde. L'image qu'il a construite pendant des années devient un danger. Son visage, autrefois imprimé partout, peut le trahir. Voilà l'ironie de sa dernière fuite. Un dictateur qui avait besoin d'être reconnu pour régner a maintenant besoin de l'anonymat pour survivre. Près de Dongo, au bord du lac de Côme, le convoi rencontre des partisans. Les Allemands cherchent à négocier le passage. La colonne est inspectée. On recherche les Italiens qui s'y cachent. L'air est rempli de suspicion. Mussolini tente de se dissimuler parmi les Allemands. Il porte un manteau et un casque allemand, comme s'il pouvait devenir une silhouette de plus dans une colonne militaire en retraite. Pour un homme qui avait passé sa vie à se transformer en icône, ce déguisement est presque symbolique. Le visage qui exigeait l'attention est désormais caché. Le chef qui jouait la certitude dépend maintenant d'un costume. Mais le passé ne se couvre pas si facilement. Le visage de Mussolini est connu, sa posture est connue, son nom est connu dans toute l'Italie et dans toute l'Europe. Un déguisement peut cacher un uniforme. Il ne peut pas effacer des décennies de propagande. La colonne est fouillée. Le moment se resserre. Le vieux monde des discours et des cérémonies se réduit à une seule question. Vont-ils le voir? Ils le voient. Le 27 avril 1945, Mussolini est capturé par des partisans italiens près de Dongo. La fuite a échoué. Il n'y a pas de grande défense finale. Aucune armée ne vient le sauver. Aucune foule n'apparaît pour le protéger. L'homme qui prétendait incarner la nation se retrouve entre les mains de ceux qui combattent pour mettre fin au régime qu'il a dirigé. C'est l'effondrement réel de l'image. Un dictateur peut perdre des batailles et prétendre encore avoir un plan. Il peut perdre des alliés et parler de trahison. Il peut perdre des villes et évoquer une victoire future. Mais lorsqu'il est reconnu en train de se cacher, le mythe ne peut plus être réparé. Mussolini voulait disparaître dans le mouvement du convoi. La route le rend visible autrement, non plus comme le Dutz, mais comme un homme vaincu, sans endroit où aller. La découverte près de Dongo est si forte parce qu'elle paraît minuscule face à la taille de la vie qui la précède. Il n'y a pas de grande salle, pas de parlement, pas de cérémonie militaire. Il y a seulement des hommes qui inspectent une colonne et un fugitif qui espère qu'un déguisement improvisé suffira. Tout l'empire des symboles se réduit à quelques secondes de reconnaissance. À cet instant, le passé de Mussolini se retourne contre lui. Sa célébrité l'avait protégé, elle ouvrait des portes, intimidait les adversaires et attirait les regards. Désormais, elle l'empêche presque de se cacher. Son visage avait servi d'arme politique pendant plus de 20 ans. À la fin, cette arme se retourne contre lui et le désigne. Clara Petacci est également capturée. Tous deux sont séparés du monde qu'ils connaissaient. Autour d'eux, les décisions se prennent vite, sous la pression de la guerre, de la vengeance, de la politique et de la libération. Les dernières heures commencent. Les dernières heures de Mussolini ne doivent pas être racontées comme un spectacle. La force de cette histoire n'est pas dans le détail brutal. Elle est dans le contraste entre la vie qu'il a mise en scène et la fin qu'il ne peut plus contrôler. Il avait construit une politique de force. Il avait utilisé la peur comme outil. Il avait lié le destin de l'Italie à une alliance destructrice
et à une guerre qui a apporté la ruine. En avril 1945, il n'y a plus de sortie noble pour lui, plus de dernier discours parfaitement écrit, plus d'image finale que le régime pourrait préserver. Le 28 avril 1945, Mussolini et Clara Petacci sont exécutés par des partisans italiens près du lac de Côme. Les circonstances exactes et les responsabilités ont été discutées pendant des décennies, mais le sens historique est clair. Le dictateur fasciste qui avait dominé l'Italie pendant plus de 20 ans atteint la fin comme prisonnier d'un monde qui s'effondre. Ces derniers moments ne marquent pas seulement la fin d'une vie. Ils marquent la fin visible d'un mythe politique. Un mythe qui promettait la discipline, la renaissance, l'empire et la force. Un mythe qui s'achève non dans le triomphe, mais dans la fuite. Les heures qui suivent l'arrestation ressemblent à une pause entre deux mondes. Le monde fasciste a déjà perdu la guerre en pratique, mais il n'a pas encore reçu son image finale. La Nouvelle-Italie n'est pas encore complètement installée, mais elle prend déjà le contrôle des routes, des villages et des décisions qui appartenaient autrefois au régime. Mussolini se trouve au milieu de ce passage. Trop faible pour commander, encore assez symbolique pour compter. La présence de Clara Petacci rend la fin plus humaine et plus tragique. Elle n'est pas une stratégie, ni une armée, ni un document d'État. C'est une personne restée près de lui quand le cercle s'est refermé. Il ne faut pas la réduire à un scandale. Sa présence rappelle que l'histoire parle de régime et de bataille, mais qu'elle se termine toujours pour des êtres humains, dans des lieux réels, avec une peur réelle. Quand la nouvelle arrive à Milan puis dans le monde, elle porte un message plus fort qu'un communiqué officiel. Le fascisme italien ne s'achève pas par une transition calme, mais dans l'amertume, la colère et l'épuisement. Il n'est pas nécessaire d'en montrer les détails durs. Le sens historique suffit déjà. Après l'exécution, l'histoire se déplace à Milan. Le 29 avril, les corps de Mussolini, de Petacci et d'autres responsables fascistes sont amenés à Piazzale Loreto. Ce lieu porte déjà une mémoire lourde. Les fascistes l'avaient utilisé auparavant comme espace de terreur publique contre des antifascistes. Ce qui se passe là devient l'une des images les plus célèbres et les plus troublantes de la fin de la guerre en Italie. Pour ce film, il n'est pas nécessaire de la montrer en détail. L'important est ce qu'elle signifie. Le régime qui avait utilisé le spectacle public pour créer la peur rencontre à son tour le spectacle public de sa destruction. Pour beaucoup d'Italiens, c'est la fin d'un cauchemar. Pour d'autres, c'est un moment de colère, de deuil, de vengeance et de libération après des années de dictature et de guerre. L'histoire ne se termine presque jamais proprement. Elle se termine souvent dans les lieux où la douleur s'est accumulée trop longtemps. Mussolini comprenait le pouvoir des images. Il avait bâti sa carrière sur elles. À la fin, une dernière image détruit celle qu'il voulait laisser derrière lui. Mussolini voulait rester dans l'histoire comme un fondateur, un guerrier, un bâtisseur d'empire. Il voulait que l'on voie en lui l'homme qui avait plié l'Italie à sa volonté et forcé le monde à le prendre au sérieux. Mais les derniers chapitres sont cruels avec la propagande. Ils retirent la musique, les drapeaux, les gestes répétés et les angles contrôlés par la caméra. Ils montrent ce qu'il reste quand la représentation est terminée. Dans le cas de Mussolini, il reste une route vers le nord, un déguisement raté, un convoi incapable de le sauver, et un pays qui n'a plus assez peur de lui pour le laisser passer. Voilà pourquoi ces dernières heures comptent encore. Elles révèlent plus que la chute d'un dictateur. Elles montrent la faiblesse cachée derrière un culte de la force.
Elle montre comment un régime construit sur la peur peut abandonner son propre chef à la fin. Et elle montre que l'histoire ne se souvient pas toujours des hommes comme ils ont tenté de se présenter. Parfois, le dernier chapitre révèle la vérité derrière toute une légende.